Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité. Voici le sommaire de ce 20h. José Didier Tonato sur les chantiers d'asphaltage à Abomey et à Boycon. Le ministre du Cadre de Vie, du Développement durable y est allé s'enquérir de l'évolution des travaux sur place. Le Centre national universitaire Hubert Koutoukou-Maga a vu le jour dans le sillage de la session du Bénin à la souveraineté internationale. Dans un magazine ce soir, nous vous amènerons visiter l'histoire de ce centre. Et puis, la fièvre monte progressivement chez les jeunes partisans du chef de l'État, désireux de le voir briguer un nouveau mandat à la tête de notre pays. Ce week-end, c'est au tour du mouvement Perspective Talent 2021 d'appeler le chef de l'État à être candidat à sa propre succession. Le mouvement Perspective Talent 2021 suscite la candidature du chef de l'État. Ce mouvement estime que le président a un bon bilan et peut continuer à la tête de notre pays. Jérôme Mbo. Perspective Talent 2021. Perspective Talent 2021. C'est un creuset de 73 associations et mouvements de jeunes qui ont compris le sens réel du développement et la méthodologie de Patrice Talon dans la gestion du pouvoir depuis 2016. Ces jeunes trouvent le bilan élogieux dans plusieurs domaines. Le président Talon a osé défier les grands bas-fonds de la glace. Et aujourd'hui, nous pouvons circuler aisément dans ces zones-là sans être inquiétés. Nous avons des infrastructures marchandes en cours en vue de permettre à nos vaillantes femmes de s'adonner à leurs activités commerciales sainement et en toute sécurité. Circuler dans la ville de Cotonou, circuler dans toutes les grandes villes du Bénin. Vous allez voir que la modernisation des marchés a déjà commencé. Nous avons la caserne d'Alada qui est en construction. Au moment où les colons étaient en train de construire cette infrastructure, il n'y avait pas de population dans les environs. Vous savez le risque que constitue une caserne en pleine agglomération. Rien que le tourisme fait tourner beaucoup de nations. Alors, le président a voulu moderniser nos parcs pour que les touristes viennent ici et ça fait de la matière pour notre pays. Au plan sanitaire, on peut citer le projet H qui est sur le point d'être généralisé. Au plan politique, la réforme du système partisan a permis de réduire considérablement le nombre de partis politiques. Cet homme est tout simplement un visionnaire car il incarne des valeurs de générosité, de courage et de patriotisme. Perspective Talent 2021. Et voilà tout le sens de leur engagement. Ils entendent profiter des qualités de Patrice Talon pour amorcer un autre virage important de l'irréversible processus de développement emprunté par son gouvernement. Nous, jeunes, réunis au sein du mouvement Perspective Talent 2021, réclamait pour une continuité responsable, crédible, fiable, efficace, la candidature pour les séances présidentielles de 2021 du président de la République, son Excellence Patrice Athanase Guillaume Talon. On ne change pas l'équipe qui gagne, entend expliquer aux populations le creuset Perspective Talent 2021 au fin d'une gigantesque mobilisation pour supplier Patrice Athanase Guillaume Talon de revenir en 2021.
La première session criminelle s'ouvre lundi au tribunal de première instance de deuxième classe d'Abomey-Calavi. Sont inscrits au rôle une vingtaine de dossiers. Le procureur du tribunal de première instance d'Abomey-Calavi a animé hier un point de presse à cet effet. Je vous propose d'écouter un extrait de son intervention. Durant 2 semaines environ, 40 accusés connaîtront leur sort à travers 20 dossiers inscrits au rôle et répartis comme suit. Un dossier d'assassinat, un dossier d'incendie volontaire, un dossier de meurtre, un dossier de coup mortel, 2 dossiers de traite d'enfants, un dossier d'association de malfaiteurs, un dossier de vol à main armée, un dossier de tentative de vol qualifié et 11 dossiers de viol. Une analyse des divers crimes figurant sur le rôle d'audience permet de constater que les crimes contre les personnes prédominent nettement pour un pourcentage de 87%, contre les crimes contre les biens pour un pourcentage de 13% environ. Ce tableau traduit la survivance, voire la recrudescence des agressions sexuelles dans le ressort du tribunal d'Abomey-Calavi. Et ce, en dépit des efforts sans cesse fournis par les pouvoirs publics et les forces de sécurité dans la lutte contre cette forme de délinquance, le banditisme et l'insécurité. Le pouvoir judiciaire, en organisant la tenue de la session qui s'ouvre, compte jouer pleinement sa partition. Il apportera les réponses idoines aux cas qui lui sont déférés, afin d'assurer et de rassurer les populations. Au cours de cette session, justice sera rendue à des dizaines de concitoyens qui attendent en détention provisoire depuis de longues années. Il convient de faire observer que la tenue régulière des sessions criminelles depuis un certain temps au tribunal d'Abomey-Calavi participe de la politique de résorption et de désengorgement de la population carcérale. Nous sommes à l'ère d'une justice plus efficace, parce que plus respectueuse des délais. Une justice plus équitable, parce que renforcée par les garanties procédurales accordées aux accusés dans un contexte marqué par des mutations majeures du droit pénal et de la procédure pénale. Les audiences seront publiques. Les populations des villes d'Abomey-Calavi et de Soava et des environs y sont conviées. Intéressons-nous maintenant à ce déplacement du ministre du cadre de vie, José Didier Tonato, dans les communes d'Abomey, de Boycon. Le ministre donc du cadre de vie est allé évaluer les chantiers d'exécution des travaux entrant dans le cadre du projet asphaltage. Le NEC Agbazaou, Alexis Kenam l'ont suivi. Voici le reportage. Abomey, la cité royale, a désormais fière allure. Les travaux d'asphaltage exécutés à 95% ont métamorphosé la ville, berceau des princesses et princes du Dahomey historique. Après une visite guidée des différents chantiers en cours sur la terre des Rugbadjavi, le ministre en charge du cadre de vie se dit satisfait. C'est une grande satisfaction. Le projet asphaltage est à 95% taux d'exécution pour la voirie et l'assainissement. Le lot éclairage public a commencé. Et également, ils sont en train de finir les pavés. Il reste à venir le lot sécurité, le mot aménagement paysager. Donc l'entreprise NSE sur Abomey se comporte très bien. Et la mission de contrôle aussi. Et nous avons profité pour regarder le projet du marché de Runduro, qui est un marché qui va venir avec plus de 2000 places. C'est un marché très important. Le site vient d'être libéré grâce à l'accompagnement des autorités locales. L'entreprise a pris des engagements pour livrer les travaux dans le temps. Nous sommes à peu près à 10% de taux d'exécution. Mais rendez-vous est pris pour que dans 10 mois, tout soit livré. Donc nous sommes très satisfaits de l'étape d'Abomey. Une satisfaction qu'exprime aussi le conseil communal qui remercie le président de la République
Patrice Talon, chef d'orchestre des différentes actions de développement. Les entreprises sont en train de très bien travailler. La commune est très satisfaite de leurs prestations et nous profitons de votre micro pour remercier le chef de l'État. Le chef de l'État qui a su mettre à la disposition des entreprises tous les moyens. Et les moyens accompagnent toujours la réalisation des travaux. À quelques encablures d'Abomey, José Didier Tonato est accueilli à Boycon pour le même exercice. La transfiguration ici aussi s'opère. Boycon, comme Abomey, au-delà des 90% de taux de mise en œuvre pour le volet voirie et assainissement. On est en train de finir les trottoirs. Les réservations pour les plantations sont en train d'être faites. Les socles pour les lampadaires également sont en cours. Oui, la façon dont l'entreprise s'est comportée ici avec la mission de contrôle, c'est satisfaisant. Je souhaite vraiment que les 12 lots asphaltage aillent dans le même rythme et pour que nous puissions passer à autre chose. Nous avons reporté l'échéance du projet 2 fois déjà. Je disais aux entrepreneurs que nous n'allons plus reporter. Donc nous voulons finir le projet asphaltage dans les semaines qui suivent, finir définitivement et passer à autre chose. Donc c'est beaucoup de satisfaction. Le tout nouveau maire de la commune prend l'engagement de veiller à l'entretien de ces infrastructures routières pour une ville propre. Le projet asphaltage est en train de changer la physionomie de nos villes et particulièrement celle de Boycon. Il revient à la gouvernance locale, donc au maire, à l'exécutif, au conseil communal, d'accompagner ce mouvement en entretenant les ouvrages qui nous seront bientôt livrés, en faisant en sorte que les populations ne réoccupent pas l'espace public. C'est sur le site de construction du marché de Ouegbo que le ministre du cadre de vie a fini sa journée marathon. Ici, l'autorité a donné des instructions pour une bonne exécution des travaux. Et parlons de cette générosité de la conseillère communale Virginie Agbo-Diegbo Clouvi, qui accompagne les efforts du gouvernement dans la lutte contre le coronavirus. Elle vient de faire don de masques à la population du 3e arrondissement. Ce sont des chefs quartiers qui ont réceptionné cet outil de protection. C'était hier. Jean-Claude James pour le reportage. L'un après l'autre, les 13 quartiers du 3e arrondissement ont été servis par la conseillère Agbo-Diegbo elle-même. 6500 masques à raison de 500 par quartier, un élan de générosité par ce temps de Covid-19. Vous n'êtes pas sans savoir que cette maladie vraiment sévit dans le monde actuellement. Donc je voudrais juste accompagner mon arrondissement. C'est dans un esprit de joie et de soutien au gouvernement. Le message, je les exhorte tout simplement à distribuer les masques, à les mettre convenablement, pas les laisser à leur coût. Et voilà, comme ça, on aura un arrondissement sain. Car un arrondissement sain donne un rendement meilleur. Le geste ne laisse pas indifférent ni le porte-parole des chefs quartiers, ni le chef de cet arrondissement. Elle a beaucoup fait. Donc nous la remercions. Par ma voix, la population du 3e arrondissement te remercie. Nous, les chefs quartiers, nous demandons aussi à la mairie centrale de penser à nous, de faire comme la maman Agbo-Diegbo, de nous donner des lave-mains. Nous voudrons la féliciter et la remercier en votre nom. C'est un don important et qui vient à point nommé. Actuellement, nous menons une lutte contre la pandémie du siècle, la Covid-19. Donc, sachant qu'elle vient se faisant au secours des paisibles populations du 3e arrondissement. Un don qui aura tout son sens à condition que les populations utilisent véritablement ces masques et respectent aussi les autres mesures barrières.
l'observation de la distanciation sociale, l'utilisation du gel hydroalcoolique ou le lavage régulier des mains à l'eau et au savon. Et parlons de la plateforme des organismes de volontariat du Bénin qui a organisé une campagne de sensibilisation et de rappel des gestes barrières. Eh bien, cette association a également prévu des dispositifs de lavage de mains et des accessoires à distribuer à la population. Fufame Salomé, Atadei. La riposte contre le coronavirus suit son cours. Et cette fois-ci, c'est la plateforme des organismes de volontariat du Bénin qui met la main à la pâte. Il était important que la plateforme des organismes de volontariat fasse un geste, passe un message fort pour expliquer au public que le Covid, c'est quelque chose qui est réel. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés et observer. Donc c'est ce qui justifie le fait que nous sommes mobilisés au sein de la plateforme nationale des structures de volontariat pour intervenir en sensibilisant nos communautés. Une sensibilisation qui va être accompagnée de remises de dons de masques, gel hydroalcoolique et kits de lavage de mains et accessoires à une partie de la population de Cotonou jugée vulnérable. Sensibiliser les populations des localités vulnérables, périphériques du marché d'Antopa, des marchés et des parcs auto et moto des quartiers environnants. La sensibilisation va durer 2 jours. La plateforme des organismes de volontariat envisage d'étendre cette action à d'autres villes du Bénin. Et place maintenant à cette séance d'évaluation du plan de travail annuel du ministère de l'Industrie et du Commerce, cité en début de semaine. Stanislas Lecmois a suivi pour nous cette activité. Voici son compte rendu. Faible taux d'exécution a révélé l'évaluation à mi-parcours du plan de travail annuel du ministère de l'Industrie et du Commerce au 30 juin 2020. Ici, les cadres de la dite structure travaillent à identifier les difficultés rencontrées au cours du premier trimestre afin de réajuster leur calendrier d'exécution des tâches et se relancer. Cela tient à cœur à l'autorité de tutelle qui participe à ces assises. Au terme des travaux préparatoires du présent atelier, il ressort que le PTA du ministère a été exécuté à 29,07%, base engagement, et sur une base ordonnancement de 17,77% à la date du 30 juin 2020. S'il y a encore lieu de le rappeler, la période sous revue a été marquée par l'apparition donc de la COVID-19, ce qui a pour conséquence directe sur le plan du travail annuel la non-exécution à temps des activités prévues. En effet, en raison des mesures restrictives liées à la pandémie, l'exécution du PTA du premier trimestre, gestion 2020 du ministère, n'a pas été très active. Réunis autour de leur ministre, les cadres débattent de plusieurs sujets ayant trait au commerce et à l'industrie. J'apprécie à sa juste valeur l'attachement que chacun de vous porte personnellement au développement de notre secteur et les mesures que vous prenez quotidiennement pour y contribuer. Le temps presse et il faut accélérer. Seul un résultat concluant à la fin de l'année 2020 compte pour la ministre. Il est temps de mettre l'accélérateur et il faut mettre l'accélérateur. Il s'agit donc pour notre département de prendre toutes les dispositions utiles pour accompagner le gouvernement dans la relance économique dans ce contexte de Covid-19, d'encourager la dématérialisation de nos services, d'encourager la consommation de nos produits locaux de qualité, de veiller à l'intégration progressive de l'entrepreneuriat informel dans un environnement formel à travers des mesures spécifiques et incitatives, d'assurer le développement des entreprises industrielles, améliorer l'offre exportable, de contribuer à la mise en valeur de notre zone économique spéciale. Dans le cadre de la poursuite de l'accomplissement de cette mission, ce département ministériel s'est engagé à mettre en œuvre plusieurs actions et réformes en faveur des entreprises et des acteurs du secteur privé.
Nous poursuivons ce soir notre série de reportages dans le cadre de la célébration du 60e de la session du Bénin à la souveraineté internationale. Notre voyage dans le passé nous permettra de revisiter l'histoire de l'hôpital CNHU, Centre national hospitalier universitaire Hubert Kutukumaga de Cotonou. Nous rappelons que certains éléments d'archives ont contribué à la réalisation de ce document, donc quelques intervenants ont été enregistrés avant les mesures barrières. Jean-Claude James. Jusqu'à présent, il reste le plus grand hôpital du Bénin. Après plusieurs décennies d'existence, les Béninois ne savent pas beaucoup de ce centre. Est-ce que vous connaissez l'année de création du CNHU? Je ne peux pas vous le dire exactement parce que quand même j'étais très petit, mais c'était qu'on l'appelait hôpital 350 lits. Peut-être dans les années un peu ça va 70 quand même. Franchement, sans mentir, je ne sais pas. Non. Comment est-ce qu'on appelait ici? Le centre hospitalier universitaire de Cotonou. C'est ce que m'a déjà connu. Des réponses sans grande précision. Mais l'histoire de l'hôpital qui porte le nom du père de l'indépendance du Bénin démarre en 1958, l'année de création. 4 ans plus tard, les activités vont démarrer. À l'époque, en 1962, donc, on l'appelait l'hôpital de Cotonou, l'hôpital Hubert Maga. Et certains l'appelaient aussi hôpital 350 lits. Et 350 lits parce que dans le temps, la ville de Cotonou comptait 300 000 personnes. Et ce qui fait que les 350 lits correspondent à peu près à un lit pour 1000 personnes, plus 50 lits de bonus. Après 9 ans, c'est-à-dire en 1971, l'hôpital de Cotonou atteint un niveau supérieur. Il devient le CNHU, Centre national hospitalier universitaire Hubert Kutukumaga de Cotonou. Avec le vent de la révolution qui a soufflé sur le Bénin, le fauteuil de la direction sera occupé par un haut gradé de l'armée béninoise. Il y avait Costet, le capitaine Costet, c'est un blanc. Après, il y a Fagla qui l'a relevé. Et moi, ici, rentré en 113. Et comme on a voulu changer, on m'a mis. Sous la casquette de directeur général, le colonel Sagbo nourrit de grandes ambitions pour la structure qu'il dirige. Mais c'est sans compter avec les difficultés liées à son fonctionnement. Je voulais que le CNHU là, puisse fonctionner comme dans un hôpital des pays développés. C'est à ce titre qu'on a créé la CUGO. La CUGO est créée en mon temps. On a fait un prêt de 900 et quelques millions à la BBD avec Baba Moussa et compagnie. Et parce qu'on voulait que ça fonctionne comme ce qu'on a vu, ce que tous nos chefs là, ont vu, ce qu'ils ont vu dans les pays développés, où le malade vient, il se couche, on le soigne et il rentre. Mais il remplit, quelqu'un prend en charge son soin. Mais ça n'a pas marché. Timidement alors, les lignes vont bouger jusqu'en 1990 pour laisser place à la politique des grands pas. C'est sous la houlette du professeur Medji, père de la chirurgie massio-faciale au Bénin. 2 ans après mon arrivée, il y a eu la convention signée pour réhabiliter le CNHU. On a réhabilité. Il y avait première phase, c'est le circuit électrique et la construction du pavillon de réanimation, construction du bloc administratif qui n'était pas ce qui est là aujourd'hui, et le pavillon d'hématologie et la réanimation. Voilà la chance que j'ai eue, j'ai assisté à ça. Le départ du professeur de la tête du CNHU n'est pas synonyme de la fin des réformes. Le chantier sera poursuivi par Pascal Omialé avec le développement du partenariat public-privé qui va permettre la construction de certains services. J'ai pris service là également dans un contexte de réforme.
de réforme du système de santé au niveau de la pyramide sanitaire et avec création des hôpitaux de zone qui fonctionnaient et dont le fonctionnement avait un impact sur celui du CNHU. Parce que la plupart des malades graves et compliqués étaient référés sur notre centre qui était le dernier recours. Les années passent et cet hôpital résiste à l'épreuve du temps. Centre de référence et de formation où les grands spécialistes de la santé continuent de faire leurs preuves. Plusieurs fois pointé du doigt pour la vétusté de son plateau technique, le CNHU a bénéficié de l'appui du gouvernement du Nouveau Départ dans ce sens. L'hôpital, on ne peut pas dire qu'on est vraiment indépendant encore. Il faut qu'on fasse vraiment d'efforts pour être suffisamment indépendant et de manière à améliorer notre système de santé. Sous le leadership d'Alexandre Sossou, actuel directeur général, le Centre national hospitalier universitaire Hubert Kutukumaga de Cotonou s'efforce de répondre aux exigences des usagers. Son histoire est loin de prendre fin. À présent, nous vous proposons la revue du web, une réalisation du service de la rédaction web de la télévision nationale. Du clash à la paix des dames, voilà comment se résume l'histoire qui a tenu en haleine la toile en début de semaine avec au centre la chanteuse Cécimé. Tout est parti d'une publication dans laquelle l'artiste raconte son expérience avec le coronavirus qu'elle a contracté. Ce document a été signé pour montrer que je suis complètement guérie. Des réactions de compassion, mais aussi des critiques s'ensuivent. Cécimé choisit de répondre du tac au tac. Les échanges sont particulièrement virulents avec une dame qui désapprouve l'attitude de la chanteuse. Finalement, le clash entretenu virtuellement prend fin dans le bureau de l'auteur du commentaire qui a sorti l'artiste de ses gonds. Cécimé en personne informe ses fans du dénouement à travers une vidéo partagée sur sa page. Voilà, donc one love. Un autre dénouement très commenté sur les réseaux sociaux, c'est la décision inédite de France Football de ne pas attribuer le ballon d'or cette année, faute de conditions équitables suffisantes. En plus de débattre de la justesse de cette décision, des internautes s'amusent à choisir quel joueur aurait pu être sacré joueur de l'année. Messi, Ronaldo, Sadio Mané, Lewandowski, le débat est chaud sur Twitter. Les fans du buteur polonais du Bayern prennent l'affaire au sérieux. Ils lancent même une campagne dénommée Justice pour Lewandowski. Ce dernier mérite selon eux d'être sacré Ballon d'Or 2020. Reste à savoir si leur action pourra infléchir la position des organisateurs du Ballon d'Or. Vraiment, sans vous mentir, ça ne va pas. Un mot sur le baccalauréat 2020 à présent. À la sortie des compositions ce mercredi, la réaction de ce candidat a fait le tour du web. Et elle ne nous a pas laissé indifférents. À travers les épreuves qu'ils nous ont proposées là, vraiment sans vous mentir, ça ne va pas. Ça ne va pas. Vraiment, ça ne va pas. Ce n'est pas ce qu'on avait cru. J'invite les correcteurs qui veulent corriger nos copies de voir l'enfant et le bâton. En tout cas, le message est bien passé. ORTB Live Section, votre nouveau rendez-vous sur la page Facebook de l'ORTB. On ne peut pas finir ce tour du web sans vous parler du nouveau programme 100% web de l'ORTB. À partir du vendredi prochain, rendez-vous pour le premier numéro de ORTB Live Session à partir de 17h en direct et en exclusivité sur notre page Facebook. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire.
Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Et puis, avant de nous séparer, ce carnet noir, la disparition de l'ancien ministre Richard Senou, des suites d'une longue maladie. Et puis, l'actualité internationale en plus bref, avec les travaux de la campagne de salubrité dans les quartiers populaires d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, et la justice zimbabwéenne qui refuse de libérer sous caution un journaliste. Vous suivrez toutes ces actualités à 23h30 avec Rachidat Biomaman pour le JT Soir. Merci. Et à très bientôt.